Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à cette autre émission sur les ondes de Canal M de Porte-Parole. Avec l'émission, on veut vraiment vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Le grand Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Catherine Brunet, bonjour. Allô, c'est inspirant. C'est beau, hein? Oui, vraiment. C'est beau. Viktor Frankl, qui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un psychiatre juif qui a survécu au camp de concentration. La Deuxième Guerre mondiale, il a perdu la quasi-totalité de sa famille dans les camps. Et il a publié plein d'ouvrages, puis un de ses livres, Man's Search for Meaning, tu sais, à la recherche du sens de sa vie. Puis c'est lui qui avait dit aussi qu'on peut trouver... l'homme peut survivre à toutes les souffrances. C'est ça, il dit, on peut survivre à toutes les souffrances pourvu qu'on y trouve un sens. Puis, pourquoi je voulais que tu viennes à l'émission, Catherine, c'est que nous, on s'est rencontrés, je pense qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Non. On n'a jamais partagé de plateau ensemble. Non, c'est vrai. Nous, c'est les causes humanitaires. Exact. Entre autres, la NEB, ouais. pour ne pas la nommer. Puis il y a aussi le Gris Montréal, je ne sais ouais. pas. Es-tu encore impliqué avec les deux? Encore avec ANEB, je suis ouais. toujours porte-parole, mais Gris, non, j'étais sur le conseil d'administration, fait que tu sais, c'était plus comme une levée de fonds à ce moment-là, mais moi, à chaque fois qu'ils me demandent, là, tu sais, si je veux m'impliquer avec eux, je le fais. Des fois, quand je joue au tricheur, parce que quand on joue au tricheur, c'est toujours pour une cause. Ben oui. Fait qu'évidemment, je choisis souvent ANEB, mais j'ai choisi le Gris Montréal aussi à un moment donné. C'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Au niveau des violences sexuelles, Gris, l'orientation, c'est quoi surtout la mission de Gris? La mission de Gris Montréal, en fait, c'est de détabouiser les orientations sexuelles. Ouais. Puis, donc, je sais que, par exemple, ils envoient souvent un homme et une femme ou des personnes trans ou queer dans les écoles. Puis, ils font pas une conférence, ils se présentent, ils disent « Bonjour, je m'appelle tel nom, je travaille dans telle affaire. » Puis voilà. Puis après, les jeunes ont le droit de poser toutes leurs questions pour démystifier un peu. Je sais qu'ils ont commencé à le faire au primaire aussi. Avant, c'était que au secondaire. Ils le font dans... Fait que c'est vraiment bien parce que souvent, j'ai l'impression que la haine ou la haine, ça vient de la peur de l'autre, en quelque sorte. Fait que, tu sais, si à la maison, tu te fais pas parler de diversité sexuelle ou d'orientation sexuelle, je pense que ça peut aider énormément de jeunes de s'en faire parler dès le plus jeune âge, puis de démystifier tout ça, puis de pas... que ça devienne pas comme une espèce de terreur, là. Mais comment c'est venu à toi? Le Gris Montréal? Ouais. Mon Dieu, comment c'est venu à moi? C'est une bien bonne question. Je pense que j'ai des amis qui s'impliquaient ou je connaissais des gens qui avaient été dans les écoles justement pour parler de leur parcours, puis de leur orientation, puis de leur vie, puis de répondre à ces questions-là. J'ai un ami, Martin Wattier aussi, qui fait du doublage avec toi. Qui fait du doublage, qui est super, qui s'implique avec Gris Montréal depuis des années. Fait que je pense que c'est peut-être par lui que j'avais découvert. Mais ouais, c'est un organisme très important, je trouve. Ouais, voilà. Parce que, évidemment, je regarde ta carrière de proche et de loin, puis évidemment, on va revenir avec ANEB pour les troubles alimentaires, mais je te savais pas si touché, parce que moi, ma perception, c'était une fille, une jeune femme hétérosexuelle, en couple depuis longtemps avec un gars, puis je sais pas si cette cause-là venait te chercher par sympathie, par compassion, ou t'as été quelque chose qui t'a exposé plus jeune, plus toi, personnellement, au niveau de ton identité sexuelle? Ben, moi, c'est que je me suis tout le temps sentie, tu sais, on parle beaucoup de queer dans les dernières années, puis on dirait que ça a mis comme un mot sur quelque chose que moi, je ressentais. Que tu portes en toi. Oui, exactement, okay. Tu sais, où j'ai connu des expériences avec des femmes, tu sais, fait que pour moi, oui, je suis en couple hétérosexuel, mais je me considère pas nécessairement une femme hétérosexuelle. Mais c'est surtout que... Puis, ben, c'est ça, dans mon entourage, j'ai que des amis queer ou presque. Ah ouais? Parce que, ben, pour moi, il y a quelque chose où aussi, tu sais, ben... Il y a quelque chose dans se sentir exclu ou de se sentir à part. Puis moi, ça, j'en ai souvent parlé, que je me suis jamais sentie vraiment one of the girls...
Puis que, tu sais, aujourd'hui, je regarde les jeunes puis qui sont comme, ben moi, je suis non-binaire. Puis honnêtement, sûrement que si j'avais été au secondaire, je me serais définie comme non-binaire dans le sens où je me suis jamais sentie femme ou homme ou, tu sais, genre, pour moi, ça a tout le temps été très flou. Je me suis jamais identifiée aux femmes. Fait que j'ai souvent été seule ou avec des gars. Mais être avec une gang de gars hétérosexuels, ça peut être compliqué aussi. Fait qu'on dirait que mon entourage est très queer dans le sens aussi où je pense que c'est des gens qui sont extrêmement ouverts, qui ont subi du harcèlement, de l'intimidation, de se sentir à part. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose où on se retrouve entre personnes qui se sentent un peu différents des fois. Mais ce flou-là t'a fait souffrir plus jeune? Le fait de ne pas appartenir, de ne pas se sentir? Ouais, je pense que oui. Tu faisais partie d'une gang? Ouais. Ben, je pense que oui, en fait. Puis je pense que c'est ce qui fait que j'aime autant... en fait, je ressens le besoin d'autant m'impliquer dans des causes, là, que ce soit justement la Guignolée, le Gris Montréal, ANEB. J'étais avec l'UNICEF quand j'étais plus jeune, puis je participe toujours à... J'aide un peu le chaînon. Fait que il y a quelque chose pour moi où c'est tellement... Je suis très, très privilégiée. Tu sais, j'ai été chanceuse d'être élevée dans une famille tu sais, en moyen, là, tu sais, on pouvait aller à Wildwood là, une fois par année. Puis... d'avoir une famille en santé, d'être... famille aimante une aussi. Famille aimante, exactement. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Fait que, puis ça, je pense que ça a été très important dans mon éducation aussi, de redonner ce retour d'ascenseur-là, en fait, est important. Puis aussi, en fait, ouais, justement, parce que je pense que je me suis toujours un peu sentie à part, puis ça, je veux dire, c'est un sentiment personnel, là. C'est pas, tu sais, comme tout le monde, je me faisais intimider au secondaire, mais je veux dire, sans plus. Mais c'est une source aussi d'inconfort, de tristesse, de doute, et qui peut amener un mal-être à l'intérieur de soi. Oui, mais je pense qu'on le... je connais pas grand monde qui n'ont pas vécu ça. Ouais. Tu sais, cette espèce de recherche d'identité. Puis après, tout dépend si tu as la chance de grandir dans un environnement ouvert ou si tu as la chance de rencontrer des gens à un certain... Moi, j'ai commencé à être actrice très jeune. Bébé. À 4 ans, là. Ben oui. Fait que j'ai été entourée d'adultes, j'ai été entourée de personnes, tu sais, de la diversité, de personnes qui avaient des opinions, qui avaient des vues sur le monde, qui avaient... Fait que, tu sais, j'étais pas juste... Je pense que moi, j'étais en grande recherche d'identité très jeune, mais je pense que ça m'a aidée aussi. Puis peut-être que c'est ça qui a précipité aussi un peu le fait que je me sentais seule là, parmi les enfants, mettons. Ben oui. Puis j'ai eu un diagnostic aussi de douance très jeune. Puis ça, j'en parle maintenant parce que avant, je pensais que c'était comme juste que j'avais un QI élevé. Puis tu sais, à l'époque, on parlait pas vraiment de douance. De douance. En fait, on disait, bon, elle est surdouée, elle peut sauter sa maternelle, puis that's it. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est un trouble, c'est une neurodivergence qui cause énormément de soucis, puis énormément d'anxiété. J'en connais des gens qui sont doués, hyper doués. Écoute, eux autres, ils peuvent quasiment... Écoute un cours, là, et au bout de 5 minutes, ils connaissent l'organigramme, ils connaissent leur programme, puis ils peuvent déjà rédiger l'examen. Mais ça peut être une source d'anxiété, puis ça aussi, ça te fait réagir. Hein? Oui, puis tu sais, moi, parce que c'était autant que j'étais très douée à l'école, mettons, je comprenais rien dans les maths, là. Fait que c'était pas non plus... Moi, j'avais 98 % dans toutes les matières, mais les maths, j'ai pas été capable de passer mes maths de 4. T'sais, fait que parce que on dirait que c'était... Puis, outre le fait que les gens qui ont une douance sont bons souvent à l'école, mais ils ont quand même... Ça vient beaucoup plus avec des problèmes comme de l'anxiété sociale, de l'hypersensibilité, beaucoup de choses à un moment donné que j'ai faites. Ah, OK, ça peut être autant des belles choses comme s'émerveiller facilement pour des niaiseries, mais ça peut aussi être justement une anxiété généralisée. Moi, j'avais des TOC quand j'étais jeune, puis je pense qu'on n'avait jamais fait le lien que c'était ça, tu sais. OK. Puis aujourd'hui, je réalise que pendant la pandémie, j'ai recommencé à faire énormément d'anxiété, puis j'ai recommencé à développer des TOC, puis c'est là que j'ai fait « Ah, OK, ouais, c'est ça. » OK, donc il s'est relié aussi à un inconfort, parce que de la douance, il y a un côté qui peut être le fun aussi, là. Ben, je pense que oui, mais je les connais pas. Je trouve que ça vient avec plus de... Tu sais, puis là, je me suis acheté, j'étais allée au Salon du livre il y a quelques semaines, puis j'ai acheté des livres là-dessus. Puis j'étais comme, hey, là, il faut que je prenne le taureau par les cornes, puis que je comprenne un peu cette affaire-là, parce que
c'est beaucoup, beaucoup d'anxiété, puis de se sentir seul, puis de se sentir isolé, puis d'avoir des feelings, puis de se faire dire, voyons, t'es folle, tu sais, puis alors que c'est des vraies choses, c'est des choses qui existent, c'est de l'hypersensibilité, c'est de pas être capable de porter certains vêtements, c'est des fois de se sentir pas bien dans sa peau, mais pas genre, je me sens pas belle, là. J'ai l'impression que ma peau est trop petite pour le reste de mon squelette, tu sais, c'est comme beaucoup de sensations pas le fun. Une fois que tu découvres ça, puis que tu es capable de porter le diagnostic sans te cacher, tu réalises un peu quelle sorte de bébite qu'on est depuis ton enfance? Tu dis, OK, là, je comprends. Là, je fais des liens dans mes choix, dans mes comportements, dans mes réactions. Donc, y a-tu quelque chose qui est un peu soulageant à l'idée de comprendre un peu tout ça, tout ce qui t'habite? Ben oui, vraiment. Vraiment. Puis j'aurais aimé en parler plus tôt puis le réaliser plus tôt, tu sais. Mm-hmm. Parce que, puis c'est pas de la faute de mes parents, c'est la faute de personne. C'est juste qu'on n'en parlait pas à l'époque. Mais oui, j'aurais aimé comprendre plus tôt beaucoup de choses. On ne savait pas, carrément. Ça venait pas avec un diagnostic clair, tu sais. Non. Fait que c'est ça. Puis c'est pour ça que moi, j'encourage les gens souvent à aller, ceux qui ont la chance de pouvoir aller se faire diagnostiquer, puis que ce soit TDAH, hypersensible. Tout ce qui est dans la neurodivergence, là. C'est quand même... C'est parce qu'on pense que... Mais c'est vaste, puis on pense que c'est plus banal que ce que c'est, je pense. Parce que tu parlais en début d'émission que après, la vie, là, c'est comme un jeu vidéo, là, puis on est pogné là-dedans. Des fois, on dit pogné, des fois, on est comme, wow, on est tellement chanceux de le vivre. Ouais. Sauf qu'il faut se comprendre, puis il faut qu'on réussisse à avancer, puis à se trouver un peu, parce que sinon, le temps est long, tu sais. T'as trouvé ça comment, toi, Catherine? À te trouver, puis comment t'as appris à te gérer dans toutes ces belles diversités? Pas fait, là. Non? T'es dans un processus encore? Oui, je pense que oui. Mais c'est que je pense que des fois, je l'oublie, tu sais. Okay. Des fois, tu sais, quand la vie va bien, là, tu te dis, ah, là, tout va bien, je travaille, je suis en santé, mes amis, ma famille, tu sais, tout comme des petites périodes de grâce dans la vie, tu sais. Bien dit. Puis des fois, quand ça repète un peu ou que là, tu commences à avoir des doutes, avoir des soucis, tu sais, ou à t'inquiéter pour quelque chose, puis que là, tout devient comme une montagne. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait, l'anxiété. Fait que là, en ce moment, je suis comme, OK, là, ouais, faut que j'aille consulter. En ce moment, faut que je me prenne en main psychologiquement, parce que quand on va bien, on se dit qu'on n'a pas besoin de faire ça. Mais on a besoin de le faire, puis surtout quand on va bien, je pense. Ben oui, puis il faut apprendre à gérer la beauté, l'abondance, la quiétude quand on est surtout all over the place. Puis dans le métier où on évolue, toi et moi, on a des sources de gratification, de dopamine, d'intensité. Il y a des moments, des fois, de calme, de vide et de questionnement, mais on est dans un métier qui permet et qui accueille tout ça. On est quand même privilégié. Des bébites rares comme nous sommes, puis je m'implique avec toi. Je me dis, hey, on est chanceux d'être dans un milieu qui accepte ça pas mal. Vraiment. Ben, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a encore cette image des artistes un peu fous. Puis je suis comme, ben, c'est pas faux. Ben oui. Les gens qui décident d'être des artistes, mettons, là, je veux dire, faut quand même que tu aies un grain, là. Puis je le dis dans le plus positivement possible. Puis moi, tu sais, j'évolue dans ce milieu-là depuis longtemps, toi aussi, puis on rencontre des gens extraordinaires. Moi, en tout cas, quasiment tous les jours, là, je me dis, ben voyons donc, cette personne, ben voyons que ce monde-là existe. Puis... Mais je pense qu'il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à cette ouverture-là. Tu sais, c'est pas parce qu'on fait de la télé ou du cinéma ou de la musique, ou tant mieux, nous, si on a ce milieu-là ouvert à ça. Mais... Tu sais, je veux dire, beaucoup de monde ont ce genre d'inquiétude-là ou de bébite-là ou de tracas ou de questionnement. Puis faut que ce soit détabouisé puis que les gens soient à l'aise d'en parler, là. J'ai l'impression que lorsque Catherine Brunet accepte le rôle de porte-parole dans ta carrière, c'est que c'est soit par compassion, parce que tu ressens quelque chose à l'intérieur, ou c'est parce que ça vient te chercher. C'est ton histoire. Ouais. Ben, je pense qu'on est fait de même un peu, là. Tu sais, on dirait qu'on s'associe. On s'associe avec... Moi, en tout cas, je pense qu'on s'associe avec des causes... Ben, je veux dire, là. J'ai énormément de compassion pour beaucoup de choses, car hypersensible.
Mais je pense qu'on est les mieux placés pour parler de quelque chose ou pour parler d'une cause si elle nous touche directement. Tu sais, évidemment, je pourrais m'associer avec les grands brûlés. Puis je veux dire, j'aurais la cause à cœur. Mais, tu sais, qu'est-ce que j'irais dire en entrevue ou qu'est-ce que je dirais qui pourrait toucher les gens? Fait que moi, j'ai l'impression que c'est pas pratique le mot que je cherche, là, mais c'est plus aisé pour toi de parler de quelque chose qui te fait vibrer dans tes tripes parce que ça correspond à ton histoire ou à celle d'un proche. Ou à des valeurs, ou à des... tu sais, je veux dire, quand je travaillais avec UNICEF, j'ai quand même été longtemps avec eux. Puis je veux dire, j'ai jamais vécu en Afrique, puis je connais personne qui vivait en Afrique, puis mais d'être un enfant, puis de savoir qu'il y a des enfants qui vont pas à l'école. Tu sais, c'est ça. Mon empathie aussi est large, là, dans le sens où, tu sais... Oui, mais on venait de chercher aussi, avec UNICEF, par exemple, parce que dans le monde de Charlotte, t'étais une jeune. Tu comprends? Oui, c'est ça, exactement. T'étais collée sur une réalité des jeunes, puis c'est tout à fait normal. Je pense que c'est rare que les gens vont aller chercher quelqu'un complètement champ gauche pour représenter une cause. Là, complètement. Mais ça, c'était normal. Mais en vieillissant, là, tu accueilles justement cette neurodiversité-là, le côté queer, le côté aussi trouble alimentaire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a connecté, toi et moi. La NEB, comment le mariage s'est fait? Moi, j'ai commencé... En fait, c'est moi qui les ai approchés à la base parce que, justement, mon contrat avec UNICEF, c'était comme terminé parce qu'eux, ils voulaient, tu sais, aller ailleurs. Puis ce que je comprends full, là, j'étais plus une enfant, puis c'était comme... C'était moins ça. Puis ça faisait quand même 10 ans, je pense, que j'étais avec eux. Puis... ben oui. Fait que notre collaboration, c'est terminée, disons-le comme ça. En paix. En paix, complètement. Je les adore, puis... C'était tellement des belles années avec eux. Puis là, je me disais, ben j'aimerais bien, tu sais, quand même retrouver une cause puis m'impliquer dans quelque chose. Puis c'était à l'époque où Dove faisait des pubs sur la diversité corporelle. C'est vrai. Puis moi, ça m'avait vraiment touchée parce que, moi, je le dis souvent, j'ai eu la chance de ne pas développer un trouble alimentaire. Parce qu'un trouble alimentaire, c'est... Tu sais, ben, je te le dis, mais là, je le dis surtout aux auditeurs, parce que je sais que tu le sais, là, vu que t'as été impliqué et tout, mais... Ouais. Tu sais, les troubles alimentaires, c'est du même ordre qu'une dépression, qu'un burn-out, c'est un trouble mental. C'est pas une lubie, c'est pas une affaire de « je veux être mince » comme dans les magazines. Pas un caprice. C'est pas un caprice. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui peut être développé par l'environnement, par quelqu'un qui a fait du sport, par exemple, ça peut être... c'est ça, ça peut être beaucoup de facteurs qui créent un trouble alimentaire. Puis moi, ben, comme beaucoup de jeunes adolescents, adolescentes, j'étais insatisfaite avec mon image corporelle. J'ai essayé des affaires, là, tu sais, genre toutes les diètes que ma mère faisait, j'ai essayé un peu sur le site sans qu'elle s'en rende compte. J'ai essayé une année d'arrêter de manger, mais ça n'a jamais marché. J'ai jamais développé un trouble alimentaire. Je pense que j'ai tout le temps flirté avec ça. Ouais. Mais t'étais pas en total accueil, bienveillance avec ton corps. Exactement. Ça, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à le vivre. Ça devrait pas être normal, cela dit. Je dis pas ça comme si c'était banal. Non. Mais je suis jamais tombée dans le trouble mental. Je me suis jamais rendue à l'hôpital. J'ai jamais, tu sais, c'est ça. Ça n'a jamais nui à ma santé. Mais c'est intéressant que tu sois allée à la porte de ANEB, Anorexie Boulimie Québec. Tu as cogné à la porte et tu dis « Hey, j'ai envie de m'impliquer avec vous autres. » Oui, parce que... Sans avoir vraiment vécu un vrai trouble mais je sentais quand même inconfortable. En fait, c'est qu'on parlait pas beaucoup de diversité physique à l'époque. Tu sais, comme on commençait à voir des corps, de la diversité à l'écran. Puis mettons, Dove, c'était la première fois que je voyais une femme qui n'était pas de taille 0 à l'écran. Oui, ou un canon de beauté comme on est habitué de voir. Exactement, dans les clichés, tu sais. Fait que j'ai fait... On dirait que ça m'a fait me poser beaucoup de questions, puis j'étais tannée, je pense aussi, d'être insatisfaite de mon image corporelle. Je pense que c'est quelque chose qui m'obsédait quand même, ultimement. Puis je me disais, ben en travaillant avec eux, puis en voyant des gens, puis en essayant de comprendre, puis en m'informant sur la chose, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Tu sais, je suis pas allée à l'école longtemps, mais je m'intéresse à énormément d'affaires, puis de manière un peu obsessive, encore une fois. Fait que je me disais, ben si je m'implique avec ANEB, puis que je rencontre des gens, puis que je comprends la maladie, puis que j'aide ces gens-là à aller mieux,
C'est peut-être égoïste aussi, hein, d'une certaine manière, parce que tu te dis, ben si le monde va mieux, moi aussi, je vais aller mieux. Pas juste ça, c'est que tu es allé le chercher parce que je pense que tu avais un besoin de comprendre. Exact. Un besoin de te comprendre, évidemment, afin de mieux servir la cause et les personnes qui souffrent en silence puis dans la noirceur. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu es allé comme un chercheur. Tu voulais comprendre. Oui, d'une certaine manière, oui. Puis c'est vrai que ça m'a aidé à 100%. Tu sais, aujourd'hui, je suis tellement plus là-dedans. Vraiment plus dans l'image corporelle, puis sur mon poids, puis ça a été un travail de des années, là, mais je pense qu'Aneb m'a énormément aidé, puis aussi de voir des gens qui ont des vrais troubles alimentaires, puis de voir à quel point le corps est puissant, puis à quel point le cerveau est fait d'une manière fascinante. Puis chez Aneb, souvent on dit ça, là, à quel point il faut remercier notre corps de fonctionner, puis d'être en vie, puis de nous permettre de marcher, ou de respirer, ou de... Tu sais, à plein de niveaux. Puis ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup... Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Puis de voir des femmes, évidemment, il y a des hommes aussi, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'était des femmes qui souffraient de troubles alimentaires, mais ça peut aller à partir de 6-7 ans, là, maintenant. À Sainte-Justine, il y a des enfants qui sont hospitalisés pour troubles alimentaires, mais de voir des gens qui souffrent de ces maladies-là... Puis de voir à quel point l'aide, qu'ils ont besoin d'aide, puis à quel point Aneb est important, puis à quel point Douglas aussi, qui les aide dans l'hôpital. Tu sais, on réalise aussi à quel point c'est le monde qui est malade. Le monde, je veux dire, la société, et non pas les individus, tu sais. Parce que je veux dire, il y a personne qui... en tout cas, à moins que je me trompe, mais en Afrique, mettons, au Burkina Faso, je pense pas qu'il y ait des gens qui souffrent de troubles alimentaires, là. C'est peut-être probablement moins répandu, mais tu as tout à fait raison dans le sens que la souffrance reliée aux troubles alimentaires, elle est quand même omniprésente puis planétaire. Tu sais, il y a des peuples, il y a probablement des cultures, des communautés qui en sont plus atteints. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu t'es impliqué par toi-même, tu es allé chercher énormément d'informations pour toi et pour les autres, mais tu restes encore là à cette heure que, tu sais, tu pourrais très bien, un peu comme avec UNICEF, dire « Parfait, j'ai fait mon bout, j'ai fait 10 ans avec UNICEF, avec la NEB, ça doit faire pas loin de 10 ans, ça aussi. 10-12 ans, je pense, 10-12 ans, mais tu continues. Donc, quel est le gain pour toi de rester là? Qu'est-ce que tu vas chercher? Parce que c'est sûr que tu aides énormément de gens. T'es une personnalité qui est aimée, qui est reconnue. Puis, évidemment, si les gens ne nous voient pas, parce qu'on est en visio aussi, là, il y a des gens qui nous voient sur YouTube, mais on peut reconnaître ta voix parce que tu fais énormément de doublage. Tu vas doubler des grandes voix américaines ou internationales. Mais Catherine Brunet, tu continues de rester avec Aneb parce qu'il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu reçois? Bien, je pense que... Mais tu sais, c'est fou de dire ça, mais j'ai pensé à ça récemment en plus, parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose, je me rappelle plus quoi. C'était-tu pour le chaînon ou... En tout cas, j'ai fait quelque chose, puis... Ah non, c'est niaiseux ce que je veux dire. C'est pas niaiseux, mais regarde, check bien le lien. J'ai retrouvé le portefeuille de quelqu'un, puis j'y ai ramené. Tu sais, genre, j'ai retrouvé son sac dans une communauté, puis j'ai écrit à la personne le soir même après mon travail. J'ai fait le détour, j'étais allée y porter, puis la fille était tellement contente, puis j'étais tellement contente d'y avoir fait plaisir. Ça m'a tellement fait de bien de la voir heureuse, puis de me dire que j'avais rendu service, puis je pense que je le vois dans mon quotidien aussi, tu sais, quand on rend des services aux gens qu'on aime puis qui sont contents, c'est sûr. Ça nous fait tellement un velours. Oui. Fait que je pense que... Mais c'est-tu égoïste de vouloir rendre service aux gens parce que ça te fait du bien? Je sais pas. Moi, c'est que je me dis, pourquoi ça me fait autant de bien? Ben c'est parce que je me dis, le monde est une meilleure place grâce à ces actions-là. Parce que, veux pas, comme je disais tantôt, c'est un grand jeu vidéo, on est des Sims, puis tu sais, je veux dire, si on meurt, puis qu'on n'a pas fait le bien autour de nous, ben ça n'aurait pas servi à grand-chose. Fait que, une vie perdue, ça. Ben, puis il y a quelque chose où, quand t'aides ton prochain, ou quand, mettons, Aneb, justement, ils ont tellement besoin de sous, puis ils ont tellement besoin de bénévoles pour aider ces gens-là qui sont dans des souffrances extrêmes, c'est que je me dis, si moi, je fais pas le moindre petit effort pour aider ces gens-là, ça sert à rien. Puis c'est pour ça que le gris, je les aime autant aussi. C'est que de sensibiliser des jeunes à la diversité sexuelle puis qu'il y ait moins d'intimidation dans les écoles, mais ça va devenir des adultes qui vont pas être des trous de cul, qui vont pas pourrir la vie de leur entourage. Je sais pas, pour moi, c'est comme une grande chaîne
de donner au suivant. Là, c'est une chaîne d'amour, puis c'est une chaîne de bienveillance, puis c'est une chaîne qui te permet, toi, Catherine Brunet, d'être, si je suis fine, si je suis douce avec moi, ça envoie un beau message à plein de gens. Puis, tu sais, je me rappelle, je vais citer Nautilus, mais Nautilus, dans le temps, il avait fait une pub qui disait « Il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Ouais. C'était un slogan qu'ils avaient, il me semble, c'était Nautilus. Puis deuxièmement, le Dalai Lama, il dit... J'adore Nautilus, le Dalai Lama dans la même phrase, puis surtout avec la même signification, parce que lui, il dit c'est un signe de bonne santé mentale que de se faire du bien en faisant du bien. Il n'y a pas de mal à être égoïste. Ben, c'est ça, c'est la façon intelligente de l'être même. De faire du bien en sachant que ça nous fait du bien. Il n'y a pas de mal. Tout le monde est gagnant, là. Ben, c'est ça, je me dis. C'est que des fois, égoïste, on met ça comme si c'était très négatif, mais je veux dire, hey, si toi, là, ton gros bonheur, c'est de donner tout ton argent à une cause, tu sais, je suis comme, ben, écoute, rendu là, c'était un bel égoïsme, là. Ben, tout à fait. Puis des modèles comme ça, moi, je lisais encore récemment à quel point Keanu Reeves, qui a fait des centaines de millions... Je l'aime. Ah, ben, tu sais, comment peux-tu ne pas l'aimer? Ce gars-là a fait des centaines de millions avec The Matrix, avec John Wick, et il s'est gardé une fraction de ce montant-là, puis le reste, c'est... dans des causes qu'il touche en gâtant ses collègues de travail. Exact, il avait donné, je sais plus combien. Il avait acheté une Harley Davidson à tous les cascadeurs. Tous les cascadeurs de Matrix avaient acheté une Harley, puis une Harley, c'est pas une moto à 3000, là, tu comprends? Et lui, probablement, un peu comme toi, il dirait dans ces mots-là, dit, ben, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de faire du bien. Puis pourquoi je me priverais? J'ai l'argent. Alors souvent dans la vie, ceux qui sont extrêmement riches n'ont pas beaucoup de temps. Non, donc ils vont donner des montants d'argent. Oui, ce qui est bien correct, là. Mais tant mieux si tu peux faire les deux. Tu fais des dons en temps et en argent, tant mieux. Oui, puis c'est même pas une affaire de, tu sais, je veux que les gens m'aiment. Non. Puis je suis sûre que Keanu doit être de même aussi. C'est que on dirait que c'est tellement le fun. Moi, c'est pour ça que j'adore Noël aussi, puis les fêtes de mes amis, puis j'aime ça. Faire plaisir. On dirait qu'il n'y a rien de plus beau comme cadeau de voir quelqu'un qui... Tu sais, mettons, quand je reçois des messages, des fois, de gens qui m'écrivent sur Instagram, genre, grâce à toi, j'ai entendu parler d'Aneb, puis j'ai pu les contacter, puis ma plus vieille a été... juste ça, mettons, ça me fait tellement plaisir parce que je suis comme... Puis je le disais, moi, avant le chalet qui était un show jeunesse qu'on a fait des années, puis c'était comme entre... tu sais, je passais moins à la télé, je faisais beaucoup de doublage, puis je me disais, quand j'ai su que j'allais faire le chalet, je me suis dit, j'ai hâte, parce que je sais que je vais utiliser ma tribune pour faire le bien. Pour faire du bien. J'étais comme, c'est hot, cette affaire-là. Moi, je trouve ça important. Je trouve que c'est une responsabilité qu'on a, puis c'est bien correct, les gens qui n'ont pas envie aussi de s'impliquer dans des causes, puis de porter des messages, parce que des fois, c'est fatigant aussi, puis je peux comprendre que c'est pas pour tout le monde, là, tu sais. C'est la première fois que j'entends ça, Catherine, parce que moi, c'est comme ça avec mon implication, entre autres avec le défi sportif, Altergo pour les enfants et les athlètes handicapés. Et des fois, je me sentais mal parce que là, j'étais moins visible dans les médias où on entendait moins ma voix, on me voyait moins. Je disais, oui, mais je vais être à la hauteur des besoins du défi sportif. Alors, quand je pognais un contrat, yes! Ils vont pouvoir parler. Oui! Je vais être invité dans les médias, puis je vais pouvoir me servir de la lumière que j'ai d'en face pour parler d'une cause qui est dans l'ombre. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Oui, ben c'était ça. Parce que je suis comme... Puis surtout, c'était un public plus jeune. Fait que je me disais, c'est bien justement de pouvoir m'adresser à eux. Puis comme de fait, ben ça tu sais, j'ai beaucoup parlé d'Aneb dans ces années-là aussi. Puis même des fois, j'utilise ça parce qu'ils veulent faire des entrevues, mettons, pour des revues. Puis je suis comme, non. Mais si on parle d'Aneb, c'est correct. Ouais. Fait que là, moi, j'utilise mon... Tu négocies? Je négocie. Mais tu vois, je dis souvent que la compassion, elle vient pas de nulle part. Puis on parlait tantôt de Keanu Reeves qui a eu des détresses dans sa vie. Il n'a pas connu, je pense, son père. Son père a abandonné sa mère. Il a perdu des membres de sa famille. Il a perdu une petite fille. Je pense que sa sœur est décédée. Bref, il y a eu toutes sortes de grandes épreuves. La femme qui a aimé est décédée aussi d'un cancer. Donc, tu vois, toutes des causes qui l'ont transformé et au lieu de devenir aigri, amer, triste, il a transformé ça en quelque chose d'extraordinaire. Puis j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, toi. Tu sais, dans ton parcours de vie, tu t'en sers pour faire du bien. Mais c'est drôle parce que quand j'étais jeune, mettons, je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est peut-être
de l'hypersensibilité. Mais mettons, quand j'étais jeune, puis que ma grand-mère, souvent, elle avait des lots de peluches qu'elle allait donner à Saint-Vincent-de-Paul, puis je sais pas, elle prenait ça où, dans le bazar de l'église, whatever. Puis là, elle nous disait, vous allez vous chercher un toutou, tu sais, puis elle a dit, le reste, je vais porter à Saint-Vincent-de-Paul. Puis je prenais tout le temps les plus laids, les plus maganés, les plus amochés, puis ma grand-mère m'a reparlé de ça récemment, puis elle me disait, oh, bah, ouais, tu prenais tout le temps les plus laides, puis les plus... Elle dit, t'avais pitié. T'avais pitié du toutou ou tu voulais laisser les plus beaux à ceux non, qui... j'avais pitié du toutou. En fait, c'est que je me disais, il se fera pas choisir. Tu vois, ça aurait dû être le contraire. J'aurais dû me dire, les enfants vont pouvoir avoir... Non, c'est que je me disais, lui, il se fera pas choisir. Puis ça a tout le temps été ça dans ma vie. J'ai tout le temps... Je me suis tout le temps, mes amis, ça a tout le temps été les Misfits, puis les ci, puis les... Fait que je sais pas ça d'où ça vient. Mais ce que je sais, par exemple, c'est comme tu dis, quand tu vis des souffrances... Évidemment que tu peux plus comprendre les souffrances des autres. Tu sais, mettons, moi, quand je suis devenue végétarienne... combien de temps? Ça fait 10 ans, bientôt. OK. Je suis devenue plus féministe, puis plus engagée. Puis j'ai parlé avec un professeur d'université à un moment donné en éthique animale. Puis il me disait, c'est full normal. Il était comme, vu que tu as arrêté de manger de la viande, puis que tu comprends l'empathie, mettons, envers l'animal, ben on dirait que c'est comme si ça reflète sur la condition des femmes, la condition des... Tout est comme un peu interrelié, tu sais, veux pas. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes et de personnes queer qui sont végétariennes, parce que tu sais, il y a comme tout ça qui est lié aussi. Fait que je pense que, de vivre des souffrances ou de vivre des différences, entre parenthèses, ou de vivre... Puis c'est ça qui est beau, je pense, de l'intersectionnalité féministe. Tu sais, veux pas, je pense que les hommes, ça existe moins, cette affaire-là. Mais qu'entre femmes, on a ce mot-là, en tout cas, l'intersectionnalité, qui fait que, mettons, le féminisme se doit d'impliquer les femmes de couleur, les femmes qui ont des... qui ont des situations d'handicap. Toutes les femmes sont impliquées dans ce féminisme-là parce que, justement, on est comme, moi, je sais c'est quoi, me faire piler sa tête. Fait que je vais amener tout le monde dans ma gang, puis on va s'aider, tu sais. Ça existe chez les gars. Je pense qu'on en parle moins ouvertement, mais si tu regardes dans des mouvements, des fraternités anonymes, les gars avec les gars vont s'aider, vont s'encadrer, vont s'accompagner. Et ceux qui ont fait des sports de haut niveau, comme il n'y a pas si longtemps, je recevais mon chum Étienne Boulay à l'émission, puis Étienne a fait du sport de haut niveau, un sport de gars, le football, entre autres, puis cette espèce de confrérie, cette fratrie-là, tu sais, c'est comme... on est allé à la guerre ensemble, tu sais, au propre comme au figuré, et on se reconnaît, puis on s'accompagne. Donc, si on a un frère d'armes qui est à terre, on va tendre la main, tu sais. Oui, vraiment. Un peu comme tu le dis à ta façon. Mais il n'y a pas le mot. Tu sais, c'est ça qui est weird. En fait, c'est que on dirait que vu que les gars, c'est de base, tu sais, on est élevés comme ça aussi, là. On est élevés les filles avec les filles, les gars avec les gars. Bon, là, ça a tendance à changer, mais... Puis il y a quelque chose chez les femmes, on se fait beaucoup dire quand on est jeune, c'est une ennemie. Les filles, ça se parle dans le dos. Tu sais, on se fait un peu monter les unes contre les autres, alors que les gars, dès l'enfance, c'est les boys, les frères, bros before, hein? Tu sais, fait que tout ça, mais ça existe, t'as raison. Oui. On dirait que quand t'es un gars, tu te reconnais et t'es comme bro. Yeah. Déjà, tu sais. Bromance, comme ils disent. Alors que nous, il a fallu se trouver, je pense, des termes pour impliquer toutes les femmes puis de se sentir moins seules. Mais oui, en effet, il y a cette confrérie chez les hommes qui existe assurément, tu sais, mais qui est quand même plus... qui est quand même très... comment dire? Je sais pas, il y a comme un... En tout cas, ça, c'est un autre sujet, là, mais on en parle, là, tu sais, du masculin, les mâles alpha, tout ça, puis alors que je pense qu'il y a une douceur qui gagnerait à être propagée chez les hommes aussi. Complètement. Parlant de douceur, j'aime beaucoup ta voix douce, puis je trouve ça le fun de passer du temps avec toi, Catherine Brunet. Et pour une fille qui pensait, ouais, mais on va-tu avoir du temps? On va-tu avoir trop de temps pour se parler? Oui, une heure, qu'est-ce qu'on va se dire? Ça fait 34 minutes qu'on jase déjà. Il y a un petit thème musical qui arrive pour dire qu'on est à la mi-parcours. Parfait. Donc là, on va faire une petite transition musicale, puis au retour, on va jouer avec le chapeau puis ses questions mystérieuses. J'ai hâte. Ah, ça, c'est le fun. J'adore les questions mystérieuses. Alors, vous écoutez Porte-Parole sur les ondes de Canal M avec comme invité aujourd'hui Catherine Brunet.
Ici Jean-Marie Lapointe, vous écoutez l'émission Porte-Parole et notre invitée aujourd'hui, c'est Catherine Brunet qui est très excitée de passer à la prochaine étape de l'émission. Le chapeau, d'ailleurs, c'est le chapeau du défi sportif, hein? Tant qu'à plugger ses causes. Alors là, tu n'importe quoi. Là. Tu piges la question que tu veux, mais le concept, c'est que tu la lis à voix haute. OK. Puis t'as pas le choix de répondre. Quel est le plus grand accomplissement de ta vie? OK, c'est pas des petites questions, Non, là. c'est pas genre, c'est quoi ta couleur préférée, là? OK, le plus grand accomplissement de ma vie. Mm-hmm. C'est tough, c'est vraiment dur à dire. Ce qui monte. Je pense que c'est... ma vie sociale, entre parenthèses. Dans le sens où, tu sais, mettons, moi, j'ai toujours préconisé, genre, la famille choisie, mais la famille aussi, évidemment, là, tu sais, c'est ça. J'adore ma famille, on est super proches, puis... Mais pour moi, c'est aussi important, la famille choisie, dans le sens où... Elle est variée, la tienne, en tout cas. Oui, elle est très variée, puis... tu sais, comme moi, j'ai acheté l'appartement dans lequel j'habite en ce moment avec mon meilleur ami. Là, on se cherche un duplex, pour continuer à vivre dans un environnement qui est familial. Ouais. Puis de se dire qu'on veut continuer de s'aider avec nos projets, tu sais, si un a des enfants, de pouvoir aider, de pouvoir vraiment recréer comme une communauté. Puis pour moi, ça, c'est très important. Puis, tu sais, j'ai acheté une maison aussi en campagne avec 2 amis. Ah, c'est donc bien cool. Dans lequel, tu sais, on accueille nos amis qui écrivent, qui sont artistes, qui écrivent la musique. Fait que, tu sais, pour moi, cette affaire-là, c'est un grand accomplissement parce que, je pense que c'est ce qui me rend heureuse. C'est aussi de pouvoir partager ma vie avec ces gens-là, puis de pas avoir subi, je pense, la pression aussi de, quand on est en couple, il faut habiter avec cette personne-là, il faut avoir des enfants, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu sais, l'escalier social. Là. Oui, mais ça, ce standard-là dans notre société, toi, étant donné que tu as une vie hyper colorée et que la différence et la divergence fait partie, est-ce que ça a été parfois un challenge d'avoir, mettons, des maisons, des condos, mais pas nécessairement avec ton partenaire ou ta partenaire de vie? Bien, ça a tout le temps été important pour moi, en fait. Parce que pour moi, l'amitié est aussi importante que ma relation de couple, par exemple. Une relation de couple, pour moi, c'est un plus dans le sens où il y a d'autres sentiments qui se développent, il y a de la sexualité. Mais pour moi, c'est pas plus important que beaucoup de choses. C'est pas une fin en soi, hein? De se mettre en couple, puis d'avoir des enfants, puis d'avoir une famille. Exact. Moi, ça donne que je suis une romantique, puis que j'aime aimer, puis j'aime être en duo, mais je veux dire, je suis très capable. Je veux dire, mon coloc avec qui j'ai acheté ma maison, je veux dire, je dis tout le temps que c'est mon mari, là, tu sais, c'est lui qui m'a donné cette bague-là, on va en voyage ensemble. Wow. Tu sais, comme... Fait que pour moi, il y a quand même... Il n'y a pas de jalousie avec tes partenaires de vie? Non. Parfait. Non, parce que je mets ça au clair. Moi, si tu rentres dans ma vie, tu sais très bien ça vient avec quoi. Ça vient avec la fête de tous mes amis, ça vient avec l'organisation de leur party, ça vient avec... Pour moi, c'est ça aussi, tu sais. Puis même chose pour ma famille. Moi, je suis la marraine de la fille de mon frère. Fait que, tu sais, ça, je vais pas manquer son spectacle de danse, je vais pas manquer sa fête, je vais pas manquer ça. Fait que pour moi, tout ça est une grande réussite. Puis des fois, c'est dur à manœuvrer, là. À travers ta carrière, qui est quand même prenante dans ta vie, faut que tu gères ça. Mais t'es une amoureuse au sens très, très large du terme amour. Exact. J'aime beaucoup. Mon chum, une des premières choses qu'il m'a dit quand on commençait à sortir dans le monde, là, tu sais, ensemble, là, d'aller dans des parties ou d'aller dans des... Il dit, j'ai jamais vu quelqu'un se faire donner des câlins de même. Dans le sens où... Pourquoi tu penses? Ben, je sais pas. Moi, je suis comme... En plus, moi, je me trouve tellement awkward en société. Puis... Mais quand j'aime les gens, je les aime pour vrai. Puis je pense que, tu sais, j'ai cette proximité avec les gens que j'aime aussi. Mais tu fais pas juste les recevoir, les câlins. C'est que toi aussi, tu te donnes dans le câlin. Là, puis toi aussi, exact. Tu serres l'autre dans tes bras. Là. T'es pas comme un petit câlin de mon oncle. T'es bonjour avec une distance. Cœur à cœur qui se colle. Là. Ah, je donne des bons câlins, là. Yeah! C'est fun. Deuxième question. OK. Ah, c'est drôle. Que signifie le mot amitié pour toi? Hein? Ça va dans le thème. Wow.
La question t'a choisi, je pense. C'est fou, hein? Ouais. Ben, je pense que pour continuer sur le thème qu'on avait déjà abordé, je pense que pour moi, l'amitié, en fait, c'est que pour moi, l'amitié est, comme je disais, pas très différente de l'amour, dans le sens où quand je deviens, moi, amie avec quelqu'un, je ferais tout pour cette personne-là. Je peux partir en voyage, on peut dormir ensemble, dans le sens où, je sais pas, il y a quelque chose pour moi Sans où... qu'il y ait de l'intimité sexuelle. Ah, des fois, il peut y avoir de l'intimité sexuelle. Aussi. Moi, j'ai eu... T'as l'amitié plus. Ben, Les moi, amis santé. ben, ou des amis avec qui ça s'est déjà passé. Puis Ouais. que, pour moi, mettons, l'intimité sexuelle a même pas tant rapport avec l'amitié ou l'amour, dans le sens où... après, il y a des gens... Ben, là, je parle vraiment pour moi, là. Ouais. Ben, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent être intimes sexuellement avec la personne avec qui ils vont partager leur vie, tout ça. Et exclusif. Exclusif, exactement. Ouais. Toi, t'es pas là-dedans. Ben, je suis dans l'exclusivité, assurément en couple, mais pas dans l'amitié. Où c'est là où des fois je me dis, c'est drôle parce qu'on choisit une personne avec qui vivre notre vie. Puis je comprends, mettons, pour les gens qui veulent avoir des enfants, parce que c'est plus simple, par exemple. Mais pour moi, l'amitié, c'est ça. C'est des relations amoureuses avec plein de monde qui me nourrissent énormément. Puis j'ai des gangs différentes, puis j'ai des... Fait que c'est ça. Pour moi, c'est très... c'est ça, c'est nourrissant. C'est très ouvert. Puis ce que j'entends, c'est que, mettons, tu es en couple avec un homme, par exemple. Là, tu es en couple présentement, mais que tu t'en vas au chalet avec un ami ou une amie, mais tu sens un élan, une pulsion, une attirance. Vas-tu t'empêcher de vivre de l'intimité parce que tu es en couple? Ah oui, quand même. Parfait, c'est Ben, ça. En ce moment, à ce oui. moment-là. En ce moment, oui, mais OK. moi, j'ai quand même... Tu sais, on a eu les discussions d'ouverture de couple, puis d'intimité sexuelle et tout. Tu sais, pour l'instant, bon, là, regarde, je me confie, là, on n'est pas là dans notre relation. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose où c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps parce que je me dis, je sais pas, pour moi, c'est quand même différent, le sexe, l'amour, l'amitié, tout ça est un peu flou. Ben là, c'est pas flou dans le sens où quand c'est exclusif, c'est exclusif, tu sais. Puis moi, pour ça, je déroge pas de ça dans le sens où la fidélité, c'est quand même aussi... Et que ce soit en amitié ou en amour, la fidélité, pour moi, c'est extrêmement important. Jamais je vais parler dans le dos d'un ami. Jamais je vais mentir à un ami. Pour moi, c'est... L'honnêteté, c'est ce qui tient tout ensemble. Et si tu vis quelque chose de pas clair avec un ami ou un amoureux, tu laisses pas ça traîner. Tu vas le régler. Ben oui, exactement. Non, pour moi... C'est ça de la fidélité aussi. Ben exactement. C'est que l'hypocrisie, là, pour moi, ça n'a pas sa place ni en amour, ni en amitié. Pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important, puis c'est ce qui tient les choses ensemble. Complètement. Très bien. Merci. Troisième question pour Mme Catherine Brunet. Oh, j'en ai une, mais là, c'est deux, ça. Okay. Ça va être deux. C'est une grosse. Go. C'est quoi? C'est quoi t'es tombé? Oh non, ça c'est drôle. Comme tu dis, les questions me choisissent. Là. Ta maison passe au feu avec toutes tes possessions. Après avoir sauvé ta famille et tes animaux, si tu en as, tu as le temps de récupérer une seule chose. C'est quoi? Moi, c'est parce que je dis que ça m'a choisi parce que quand j'étais jeune, j'avais des tocs, comme je disais précédemment. Puis un de mes tocs, à un moment donné, c'était que la maison passait au feu. Fait que tous les soirs, je me couchais en pleurant quasiment parce que je me disais la maison va brûler. Fait que là, je checkais tous les rideaux pour pas qu'ils touchent au calorifère. Puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que je sauve? Puis à l'époque, c'était les albums photos. Là, aujourd'hui, ben, on n'a plus tant d'albums photos. Là, fait que c'est sûr que... Ben, j'ai même pas d'ordi, moi. Mais tu partirais avec quoi? Ça ben, serait c'est quoi ça, là, c'est ça, je regarde, tu vois, je pense moins au feu de ce temps-là. Hey, je le sais pas. On dirait qu'il n'y a pas d'objet que je me dis qui est précieux au... Ben, si indispensable. Ben non, Pas c'est tant. ça. Tu sais, mettons, là, je pense, là, je scanne, mettons, je suis comme, OK, ça. Faudrait peut-être que j'y pense, hein. Mais je pense que ce serait peut-être des bijoux. Tu sais, mettons des bijoux que ma grand-mère m'a donnés ou des trucs que tu peux pas récupérer ou que tu peux pas réavoir d'une certaine manière. Il y a une signification, il y a un message, il y a une histoire derrière. C'est pas juste parce que le bijou est beau puis la montre est cute, là. Non, tu sais, mettons, par exemple, j'ai une personne chère à mon cœur dont j'ai les cendres, là, tu sais, je partirais avec ça. Je partirais avec ma petite bague. Il y a comme des petits objets, mais tu sais, sinon, il y a pas Avant, moi, grand-chose. quand je m'amusais à écrire les questions, je me suis posé cette question-là. Après ça, je me suis dit, ça serait mon téléphone cellulaire. Ah ben oui, mais là, ça, il est quasiment greffé à ma main. Collé Là. sur nous. Mais même là, je me dis, avec les nuages, les Ben iCloud de ce monde, C'est même pas si grave. t'as tout ça en double. C'est pas grave.
Ah non, moi, fait que c'est pour ça. C'est sûr que ça serait mon chien, puis c'est tout, là. Les petits bijoux, items ou les cendres de la personne proche à toi. C'est ça, des choses que tu peux pas revoir. Ah ouais, exactement. Ma télé, je la laisse là, tu comprends? Je comprends. Même mon sel, comme tu dis maintenant. Mais avant que tu répondes à la prochaine question puis que tu la lises, est-ce que ça s'est concrétisé? T'as-tu déjà passé au feu? Ben non, je touche du bois, là. Mais non, c'est ça les tocs aussi, c'est ça, c'est que c'est des obsessions qui ont aucun bon sens puis qui tournent en boucle dans ta tête, là, tu sais. J'ai un de mes amis qui m'a déjà dit, l'anxiété, c'est de voir des tigres là où il y a des chats. Oh mon Dieu. C'est d'imaginer des scénarios catastrophes alors que la réalité n'est même pas là. Non, mais puis, sauf que ce qui... Ça nous fait souffrir, en plus. Ben oui, parce que ça devient réel. C'est que oui. pendant la pandémie, quand j'ai redéveloppé des tocs, c'est que je partais de chez nous, où je me couchais le soir, puis j'avais l'impression que ma porte était ouverte. Puis là, je me disais, mon chien va sortir. Puis là, quelqu'un qui va venir voler mes affaires. Puis... Il va se faire frapper. Fait que là, des fois, je partais, puis là, j'étais à 10 minutes de chez nous, puis je revenais. Mais ma porte était fermée, là. Elle était toujours fermée. Fait qu'en tout cas, oui, à un moment donné, c'est que ça rend un peu... Zinzin. Zoup. Oui. Next. Qu'est-ce qui, actuellement, dans ta vie, est ton plus grand défi? Ben, je pense que ça fit encore dans le... Ça va en ligne. Je pense que c'est mon anxiété. C'est de gérer mon anxiété. Ouais. Je pense que c'est ça. Puis je pense que... Ben, tu sais, c'est dur, hein, de trouver de l'aide psychologique. Ouais. Ça fait... Depuis la pandémie, moi, je me suis mis sur des listes d'attente, puis j'arrive pas à trouver quelqu'un. Fait que, tu sais, mais là, tu vois, je me suis dit, là, je reviens de vacances, puis là, je me suis dit, OK, c'est le temps. Là, je vais essayer de réécrire, de retendre des perches. Je sais pas comment je vais faire ça, mais il faut que je gère ça dans ma vie, là. Puis présentement, à défaut d'avoir un bon médecin, un bon thérapeute, tu te gères comment avec l'anxiété qui peut monter? C'est dur. Ben, je mentirais pas, les clonazepam, ça aide beaucoup. La petite pilule bonheur. Ben, tu sais, pour vrai, ça fait comme 2 semaines que je fais énormément d'anxiété puis que je me battais contre ça en me disant, voyons, j'ai pas besoin d'une pilule, genre, je vais être correct. Puis j'en ai pris une hier puis j'ai fait, parce que là, je pensais que j'étais en train de mourir. Fait que là, j'ai fait, OK, ça fait 2 semaines que j'ai des symptômes un peu fantômes, là, genre. En tout cas, fait que ça, je dirais que ça aide, mais tu sais, sinon, évidemment, j'ai développé des trucs, puis le sport, ça m'aide énormément. Tricoter, ça m'aide full. Ah, c'est cute. Lire, aller en nature. Fait que tu sais, j'essaie de faire des choses qui me font du bien. Est-ce que tu mets en application la célèbre phrase de Guy Corneau qui dit « Lorsque nous mettons des mots, MOTS, sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. » Wow! Arrives-tu à nommer les choses que tu vis qui te font vivre justement de l'angoisse puis de l'anxiété? Oui. C'est juste que des fois, je pense que tu sais, comme là, dans les derniers temps, je pense que je réalisais même pas que c'était de l'anxiété. Parce que justement, à un moment donné, ça va tellement loin, l'anxiété, que tu penses que c'est juste une maladie incurable. Tu sais, c'est physique. Fait que j'étais comme, ben j'ai ci, j'ai ça, j'ai... Ou c'est la toile de fond de ta vie, puis tu apprends à vivre avec. Exact. Fait que... c'est lourd, ça. C'est ça. Puis tu sais, des fois, en tout cas, c'est bien... c'est fucké être une femme aussi, parce qu'on a des hormones. Oui. Fait que ça, des fois aussi, ça rentre en ligne de compte, puis là, tu sais plus, t'es comme, OK, là, c'est quoi, là? Mais tu comprends, t'as 34, 35? Ouais. Bon, tu sais, à 34 ans, je serais curieux de refaire la même entrevue dans 10 ans, puis de te voir cheminer à quel point... Oh mon Dieu, la petite à côté de moi, là, la petite, comment elle vivait ça? Aujourd'hui, j'ai développé des trucs, parce que dans le fond, on évolue, puis on comprend des choses à 34 ans, ce qu'on vivait à 14, tu comprends? Puis j'en parle beaucoup en ce moment d'anxiété parce que je suis dedans. Mais tu sais, il y a 2 mois, j'étais bien correct, puis... Fait que je développe des trucs aussi, puis je sens que les périodes s'espacent, puis je suis bien entourée, puis... Mais je pense aussi, c'est ça, consulter dans la vie, je pense que c'est très, très important, puis là, je suis là. Puis je suis pas là pour te donner des trucs, mais moi, je sais que la méditation puis la pleine conscience avec bienveillance m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire, c'est d'accepter ce que je vis présentement, parce que si je vis de l'anxiété, au lieu de me battre, juste de l'accueillir, OK, aujourd'hui, c'est une petite journée push. C'est déjà moins violent. Mais j'avais appris ça au yoga aussi. Il disait ça, le yoga chaud, puis là, t'avais le goût de vomir, puis il disait,
C'était dans le principe de méditation. Ouais. Essaie pas de plus avoir mal au cœur. Accepte le fait que tu as mal au cœur, puis à un moment donné, tu vas pouvoir passer à travers. Puis pas juste ça, c'est que tu vas plus nourrir ce mal de cœur-là. T'en C'est feras ça. plus une obsession. Tu vas Exact. juste le voir, il est là. Mais moi, c'est ça que tu vois mon défi, là. Bon. C'est de reconnaître puis de l'accepter. Mais déjà d'en être consciente, c'est Oui, quelque oui. chose. C'est ça. Alors, Catherine Brunet, prochaine question. On a encore un peu de temps. Si tu pouvais changer une chose dans la façon dont tu as été éduquée, ce serait quoi? C'est très intéressant, ça. Ben, tu sais, Puis, tu sais, on sous-entend, t'as été aimé, t'as Ben une bonne oui, famille, bien t'as sûr. des bons parents. bien sûr. Mais s'il y avait un aspect que tu dis, ça, il me semble, j'aurais aimé ça, qu'on me l'enseigne plus tôt. Hey, c'est vraiment tough parce que pour vrai, mes parents m'ont tellement enseigné de leçons qui aujourd'hui. Mais ça, tu vois, mettons, gars, je vais pas détourner la question, mais je vais aller ailleurs de, mettons, les valeurs ou parce que pour vrai, de vrai, là, je le dirais, mettons, s'il y avait quelque chose, parce que je parle full avec mes parents de ces affaires-là, mais. Ben, non, OK, c'est pas vrai. Ben, j'allais dire, mettons, j'aurais aimé ça, grandir dans une famille full musicien, culture, tu sais, OK. genre, j'aurais aimé ça que mes parents me forcent à faire un instrument de musique ou qu'ils me forcent à apprendre l'anglais, ou tu sais, OK. ça, j'aurais aimé ça, avoir ça. Ben, tu sais, là, C'est génial. C'est Ouais. le fun que tu le dises pareil. Oui, mais je pense que la vraie affaire, c'est que je pense que j'aurais aimé plus parler de mes sentiments. Tu sais, qu'on se parle, mettons, OK. cet aspect-là dans ma famille, puis peut-être plus tough, là. OK, d'avoir un espace familial où on peut tout se dire, Ouais. puis peu importe si ça sort tout croche. Oui, puis je sentais qu'on. C'est pas que mes parents, ils étaient comme non, on se parle pas. Non. Mais c'était peut-être plus tough OK, de cette façon, de cette manière-là, ouais. intéressant. Puis, tu vois, si on avait joué la musique ensemble, peut-être que ça. Voilà. Tout aurait été différent. OK. Oh boy. Si une boule de cristal pouvait dire la vérité sur ton futur, que voudrais-tu savoir? Si les gens pouvaient voir ta face. Oh boy. Ceux qui nous écoutent, ils le voient pas. Sinon, allez sur YouTube. Quelle face. Rien. Rien. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir parce que c'est trop épeurant. Ah, ouais. Mon chum, il me demandait ça. On était en voyage récemment, puis là, souvent, il me pose des questions. T'aimerais-tu plus ça ou ça? Puis il m'a dit, t'aimerais-tu plus aller dans le passé ou dans le futur? Puis j'étais comme, passé, full bébé fafa, genre, parce que pour moi, le futur, c'est trop weird de savoir quelque chose. Fait que là, tu te dis, OK, ben là, je vais continuer en sachant que je meurs à tel âge ou que j'ai une maison de tel âge. C'est trop bizarre. Je voudrais rien savoir. Donc, les gens qui vont voir des médiums se faire dire ce qui s'en vient pour eux dans le futur. Ben, ça, j'aime ça. Parce que. Presque contradictoire, là. Non, mais c'est que pour moi, il y a quelque chose entre se faire dire quelque chose qui est un peu hypothétique. Moi, je crois full Oui. aux voyantes, là, mais pour moi, c'est pas non plus genre. Tu vas avoir. C'est plus. C'est moins noir sur blanc qu'une Oui. boule de cristal qui te le dirait Exact. à 100 C'est plus métaphysique. C'est plus genre, Ouais. je vois que. Puis je trouve que d'aller voir une voyante, c'est un peu comme d'aller voir un psy. Tu sais, tu réfléchis plus à, dans le fond, toi, qu'est-ce que tu aurais envie, puis qu'est-ce que. Mais non, Pour mettons. une fille qui fait de l'anxiété, c'est peut-être un peu rassurant de savoir que, écoute, dans les as, si je vois des belles cartes pour toi dans tel domaine, c'est-tu quelque chose qui est le fun à entendre pour Ben toi? oui. Au niveau de ton anxiété, mettons. Ben oui, là. quelqu'un OK. qui me dit ça va être correct, tu sais, un peu en regardant les cartes, ça me fait du bien. Ouais. Mais si, mettons, vraiment, tu me disais, là, j'ai une machine à voyager dans le temps, tu veux-tu savoir dans 10 ans où c'est que t'es, là, je veux absolument pas. Ben, c'est angoissant. Moi, je veux dire, je sais même pas qu'est-ce que je vais faire demain ou, tu sais, comme, autant que je planifie les trucs dans mon agenda parce que anxiété oblige, tu sais, moi, j'ai besoin d'avoir des listes puis d'avoir des ci, d'avoir des ça, mais j'ai pas de réel plan. Je comprends. Fait que Mais ça, ce que tu dis, c'est des moyens habiles que tu as développés pour mettre en place une structure Oui. dans laquelle tu performes, tu es Exact. optimal et ça te rassure. Oui, ben oui. Mathieu, notre technicien, me fait des signes. On arrive à la fin. La dernière question, je la pose à chaque invité. Vas-y. Si... Ben, tu vas compléter la phrase. OK. OK? Catherine Brunet, c'est 3 petits points. Oh mon Dieu.
Catherine Brunet, c'est... c'est dur à dire. Je pense que c'est ça que je veux dire. Catherine Brunet, c'est dur à dire. Je pense que je suis pleine de contradictions, pleine de doutes, mais d'espoir. Autant des fois, j'haïs tout que, dans le fond, j'aime tout. C'est dur à dire. En ce moment, c'est dur à dire. Mais t'es pas dur à interviewer, je peux te le dire, parce que t'es une fille généreuse, t'es ouverte, puis je te vois, c'est pas la cassette qui joue, c'est que t'es capable de réfléchir, même à voix haute, puis là, dire OK, puis là, il y a une réponse qui vient de popper. T'es vraiment le fun, t'as une belle spontanéité, puis moi, c'était une heure que j'ai adoré passer avec toi. Ben, c'est très partagé, pour vrai, c'était vraiment le fun, puis c'est vrai que ça fait du bien de sortir de la cassette entre parenthèses, dans le sens pas, des fois on n'a pas le choix. Ben oui. Mais pas ce genre d'entrevue-là, c'était vraiment le fun. Ben, ça a été le fun de t'entendre parler de Gris Montréal, de ANEB, de parler aussi de tes belles qualités puis de tes valeurs de cœur. C'est vraiment riche. En tout cas, j'espère que les gens reçoivent cette émission-là comme moi, je la reçois comme un beau cadeau. Ben merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir, ma belle Catherine Brunet. Alors, juste vous dire que l'émission Porte-Parole, c'est une idée originale de Marie-Philippe Lemarbre, la musique DJM, directeur radio Philippe Lapointe, Jean-Sébastien Laliberté comme chef diffusion, à la mise en onde Mathieu Tessier, à la recherche et la coordination pour nos invités Claire Guérin, aux réseaux sociaux Gerly Ormelet. Ici Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Porte-Parole, puis je vous dis à très bientôt.